Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous évoquerons la prise de psychotropes. Je précise que ces substances sont illégales en France et que ce podcast a vocation à divertir, mais ne vise pas à donner des conseils en matière médicale. Ceci étant dit, vous connaissez peut-être la série documentaire Netflix « Voyage aux confins de l'esprit ». Dans le premier épisode, un volontaire teste les effets du LSD à l'hôpital universitaire de Bâle. Suite à la prise de substances, il raconte avoir retraversé un traumatisme qui avait eu lieu alors qu'il n'était même pas né. Le cordon ombilical enroulé autour de son cou, il avait alors dû choisir entre la vie et la mort. Intrigué par cette réminiscence, il a questionné sa mère, qui lui a confirmé la véracité de cette histoire. Loris se définit comme un rocker. Ce Lyonnais de 30 ans n'a jamais cherché à rentrer dans les cases. Épris de liberté, il a toujours souhaité vivre sa vie à 1000 à l'heure, quitte parfois à prendre des risques. Un jour, alors qu'il avait pris du LSD, il a, lui aussi, à nouveau traversé un traumatisme de sa petite enfance. Un chemin de vie semé d'embûches et de découvertes qui l'a amené plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on peut toucher, mais il y a aussi ce que chacun arrive à créer et à imaginer. J'ai été élevé moi plutôt dans la spiritualité un peu catholique, mais c'était très léger. C'est-à-dire que c'était mes grands-parents qui y croyaient, qui avaient été élevés comme ça, et nous on a juste été baptisés avec mon frère. Et j'ai fait un peu de catéchisme quand j'étais ado, mais c'était vraiment très léger. On a surtout été élevés dans le fait de rechercher à se développer et à trouver qui on était, quoi. Voilà, c'était plus ça dans ma famille. En tout cas, du côté de ma mère, c'était vraiment cet esprit de il faut que chacun se trouve, il faut que chacun soit qui il est. Voilà. Okay. C'était surtout ça la vraie philosophie. Super. Et du coup, ça se manifestait comment un peu dans la manière dont ta mère, donc notamment, abordait les choses envers ton frère et toi. Enfin, elle vous l'a dit ou en fait pour toi c'était quelque chose de sous-entendu dans l'éducation qu'elle t'a donnée? Bah, c'était assez subtil. Alors, il faut savoir, je vais surtout te parler de ma mère. Ok. En bien. Plutôt de mon père en mal. Comme ça, je te mets les trucs directs, mais non, ma mère, c'était très subtil, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, sur la politique, elle a toujours eu ses idées, elle sait ce qu'elle vote, mais elle nous a jamais influencé, elle nous a jamais dit, il faut faire ci, il faut voter ça c'est mieux, ça c'est machin. On a toujours pu discuter avec ma mère, échanger, mais jamais elle a essayé, tu vois, de nous dire s'il faut faire ça. Mon père, c'est un peu l'inverse. D'accord. C'était plutôt en mode ça c'est le mieux, donc il faut penser ça. Donc en fait t'as eu un peu comme deux modèles contradictoires du côté de ta mère et du côté de ton père. Ouais, mais ce qui a donné deux fils un peu contradictoires. On est tous contradictoires. Ça peut te rassurer. Grave. Ok, et du coup, donc par rapport à cette éducation, donc je dirais, si je résume, un peu ouverte quand même, ouais. Où finalement était toléré, tout était toléré, j'imagine, tout était toléré en termes de croyances. Ouais. Peut-être à partir du moment où tu t'épanouissais en tant qu'individu. Ouais. Tu me dis si je me trompe, hein, évidemment. Non, c'est ça, ouais, c'était ça. Ok, à partir de là, toi, est-ce que tu te souviens avoir cru en quelque chose? Non. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. En tout cas, pas dans ce qu'on peut trouver de manière générale. Moi, j'ai toujours cru en la nature. J'ai toujours cru que de toute façon, la nature était forte, que nous, on pouvait faire ce qu'on voulait. On allait un jour ou l'autre disparaître, et si on disparaissait pas, de toute façon, on allait devoir se plier en fait aux lois de la nature. Et j'ai toujours cru que la nature était plus forte que tout. Voilà, ça j'avoue, c'est un peu le truc que j'ai toujours eu en moi, ouais. de me dire, ouais,
quand tu vois un orage, un raz-de-marée, une éruption volcanique, en fait, c'est des trucs qu'on peut rien faire, quoi. Et la question que je te poserais là par rapport à ça, justement, est-ce que c'est... Alors attention, ça se trouve, je suis hyper, comment dire, influencée, mais croyance ou vérité? Parce que finalement, c'est vrai que, bon, quand on observe ce que tu dis, justement, des cataclysmes, des choses comme ça, souvent, quand même, on se rend bien compte qu'on n'est pas grand-chose, nous, les êtres humains, en tout cas. Ah ouais. Et qu'il y a une force, qu'il y a une force dans la nature beaucoup plus importante. Ouais. Que ce que nous, tout ce qu'on pourra déployer, même en technologie, même tout ça. Ah oui, oui, ça c'est clair. Et peut-être c'est là où moi j'ai toujours eu le mal, j'ai eu du mal à faire cette différence, je pense, Ok. entre vérité et croyance. Moi, je vais pas dire je crois en ce que je vois, mais un petit peu. Un peu quand même. Voilà. Ok. Je crois en tout cas en ce que je ressens surtout. D'accord. Ouais. Qui est encore autre chose. Ouais. Effectivement. C'est intéressant. Mais je crois en ce que je ressens et en ce que j'ai moi à l'intérieur de moi, de ce qui me traverse, de ce qui me de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait ouais, j'ai toujours eu du mal à croire à des trucs qui j'allais dire qui n'existent pas. Ouais. Je sais pas si ça existe ou pas, mais en tout cas qui pour moi ne semblaient pas réels. Ouais, tu veux dire en fait que t'as une vision entre guillemets matérialiste des choses, dans la mesure où pour toi quand même, enfin tu te dis tout ce que tu peux dire qui existe, c'est des choses que tu peux voir ou que tu peux toucher, ce qui est palpable ou ce qui est visible. Après le reste, c'est des hypothèses. Ouais. C'est ça. Okay. En tout cas, oui. Ou que tu peux voir. Ok. Par la méditation, par exemple. Ah. Alors là, on arrive sur un sujet qui me passionne, la méditation. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement donc de la méditation? Donc c'est quelque chose que tu pratiques? C'est quelque chose que je pratique depuis maintenant presque 8 ans et qui en fait maintenant est carrément devenu un truc tout à fait banal de ma vie où en fait j'y pense même plus. Avant je me forçais à faire des séances, à m'allonger. Moi j'adorais en fait juste je m'allongeais sur le dos. Ouais. Je respirais. Ouais. Et puis je laissais tout venir. Je me concentrais sur rien, je laissais juste tout couler, tout venir et en fait maintenant c'est devenu quelque chose de banal, genre chaque fois que je vais au lit pour m'endormir, je fais la même chose. J'adore faire la sieste aussi. Ouais. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire la sieste. J'adore faire la sieste tous les jours, dès que je peux, je fais une petite sieste, pas longtemps, une demi-heure, 1 heure. Ça fait du bien, en plus on est plus efficace et plus productif. Exactement. Pour tous les patrons qui nous écoutent. Laissez-nous faire la sieste. C'est ça, exactement. Et du coup, ouais, les premières années de méditation, j'avais beaucoup de visions. Ok. Je me suis tapé des sacrés délires. Mais des trucs de quel style? D'ailleurs, avant, tu pratiques quel type de méditation? C'est vraiment, donc tu te focalises sur ton corps, tes ressentis à ce moment-là, ou tu récites des mantras, tu penses à des choses? Comment ça se passe? Non, moi je suis dans la méditation libre, je crois, quand je m'étais renseigné. Parce qu'en fait, j'ai commencé tout seul. Moi, Ah, c'est ouf. Un autodidacte de la méditation. Exactement. J'en avais besoin pour diverses raisons et notamment pour des questions de colère et de mal-être. Du coup, je m'étais rendu compte que si je m'allongeais et que je bougeais pas, ouais. Et ça me faisait du bien. En m'étant un peu après renseigné, je suis un peu dans ce qu'on appelle la méditation libre, qui est juste le principe de s'allonger sur le dos, de se forcer à ne pas bouger et juste de respirer. Petit à petit, y a plein d'images qui viennent, en tout cas d'émotions. Les premières années, les premiers temps où j'ai fait ça, c'était très difficile. Parce que du coup, moi j'étais quelqu'un, j'aimais pas réfléchir à ce que je faisais. Je fonçais, je faisais les choses, et si je faisais des erreurs, je voulais pas y penser. Et du coup, quand j'ai commencé, forcément, les premiers trucs qui venaient, c'était les choses que j'avais mal faites, les paroles aussi que j'avais pu avoir mauvaises envers certaines personnes, ou voilà. Et après, vient la deuxième phase, au bout de on va dire un petit quart d'heure de ok,
j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas si grave, ou ok, pourquoi j'ai fait ça, ah bah oui, tiens, peut-être ça lie à quelque chose d'autre, et puis en fait c'est comme c'est comme si on était face à une pelote de laine emmêlée et qu'on tirait un fil et que petit à petit le truc se défaisait tout seul, quoi. Et c'est assez en fait j'ai beaucoup apprécié cette méthode parce que du coup j'avais pas à penser à quelque chose en particulier. Chaque séance était différente et je m'allongeais et il venait ce qui venait et se réglait ce qui se réglait, quoi. T'as senti que plusieurs années de méditation, ça t'a permis d'avancer justement sur certains sujets sans que t'aies à faire, j'en sais rien, moi, une psychothérapie, une psychanalyse ou d'autres choses. T'as senti que ça dénouait justement, puisqu'on prend la métaphore des fils et de la pelote, que ça dénouait des problématiques et des choses que tu portais? Ouais, ça en a dénoué pas mal. D'accord. Ça a permis de dénouer d'où venait cette colère, cette nervosité, un peu aidé aussi par 2-3 expériences de psychotropes, mais ça aussi, il faudra qu'on y revienne. mais ça a surtout permis de me connecter avec moi-même. En vrai, ça a été ça le plus important. Parce que comme j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans l'action, jusqu'à mes 23 ans, on va dire, j'étais dans l'action. Je passais ma vie à faire des choses, à toujours être en mouvement, à toujours voir des gens. Puis si je faisais pas des gens, j'étais sur des projets. Et si j'étais pas des projets, j'étais en train de faire la fête. Et si je faisais pas la fête, en fait, j'avais très peu de temps de repos, j'avais très peu de temps de pause. Ouais. Parce que j'aimais pas ça. Ça m'angoissait. C'était pas l'ennui qui m'angoissait. Ce qui m'angoissait, c'était de me retrouver face à moi-même. Et du coup, ça n'a pas été trop dur, les premières séances de méditation. Donc, tu m'as parlé justement d'images. Ouais. Tu m'as parlé, mais du coup, il y avait aussi cet aspect, du coup, d'un seul coup, de te retrouver face à toi-même. Si, c'était l'enfer. Ah, franchement, les premières, en plus, je les ai commencé vraiment dans une phase de ma vie où j'étais dans une très grosse dépression. Et non, les premières, ça a été l'enfer. C'était beaucoup d'images teintées de rouge, c'était beaucoup d'erreurs que je revoyais, en fait, c'était beaucoup de moments de colère que je revoyais surtout. Ok. De comment je m'étais comporté. De ta colère à toi. Ouais, okay. de ma colère à moi et de ce qu'elle avait fait subir à des gens que j'aimais et de ce qu'elle m'avait fait subir aussi. Dans un premier temps, en fait, t'as eu une espèce de première phase où t'as dû un peu confronter tout ça. Ouais. Et puis, un peu comme tu l'expliques pour une séance de méditation classique, en fait, au début, t'as toutes les images, on va dire un peu négatives de ta journée qui te reviennent. Et puis après, une fois que c'est passé, finalement, tu peux enfin te permettre de te détendre, d'être bien et de ressentir, quoi. Ouais. Et donc, c'est ça que ça t'a fait aussi sur les 8 années. Ouais, ça m'a permis de trouver ce truc de détente. Ouais. Et d'acceptation aussi. D'acceptation que je suis ce que je suis et des fois je m'emporte un peu, des fois j'ai des petites phases où je suis un peu plus nerveux que d'autres parce que je manque de sommeil, parce que il y a plein de raisons des fois, on sait pas trop pourquoi et ça m'a permis de pas mal dédramatiser, même si je reste un grand drama king, mais ici on aime les drama kings, les drama queens. Tu m'étonnes. Les gens un peu sensibles aussi, quoi, qui ressentent fort les choses et donc qui réagissent fort aux choses aussi. C'est un peu je pense qu'il y a après, je pense qu'il y a deux aspects en fait aux gens comme ça qu'on dit drama, c'est que à la fois t'es quelqu'un, je pense, qui reçoit beaucoup de choses et de manière forte, donc tu peux réagir de manière forte. L'avantage quand même, c'est que du coup, tu ressens les choses plus fort et donc souvent tu peux avoir une sensibilité, une empathie beaucoup plus élevée que d'autres gens qui seraient moins sensibles. Ah ouais, clairement. Moi, je suis quelqu'un, dans ma vie, j'ai beaucoup plus pleuré pour les autres que pour moi-même. Ah ça c'est sympa, franchement. Tu vois, c'est vraiment ça. J'ai souvent pleuré pour les autres et pendant pas mal d'années, quand j'allais en soirée, que je faisais des teufs ou des soirées techno,
toujours à un moment donné dans la soirée, je sais pas pourquoi, un mec, je connaissais ni d'Adam ni d'Ève ou une meuf, il ou elle venait me parler et elle me racontait ses problèmes. Ouais. Et souvent quand j'ai des copains qui vont pas bien, ils m'appellent quoi. Tu sais être quelqu'un aussi à l'écoute Ouais. et peut-être même donner les bons conseils ou en tout cas réconforter et tout quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, bon, le problème, c'est que pendant des années, j'avais les bons conseils, j'avais la bonne écoute pour les autres, mais pas pour moi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un long chemin aussi de Ouais. savoir être aussi bienveillant avec soi-même, en tout cas pour certaines personnes, d'être aussi bienveillant avec soi-même qu'on peut l'être avec les autres. Exactement. Et d'accepter que, bah, ouais, en fait, on est un être humain, donc on a des défauts, et donc c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Non, c'est pas la fin du monde. J'avais pas de problème avec mes défauts. Sauf un, c'était la colère. D'accord, donc toi, il y avait vraiment un truc... En fait, d'ailleurs, est-ce que t'es arrivé à la méditation en te disant je souhaite gérer mes problématiques vis-à-vis de la colère? Comment t'y es arrivé à la méditation? Ben, j'y suis arrivé parce que j'avais pas le choix, en fait. J'y suis arrivé parce que à la sortie de l'adolescence à 19 ans, j'étais très en tempête parce que j'étais brouillé avec mon père depuis 5 ans. Ok. Ça avait été très compliqué la relation avec mon père. Une adolescence, bah en fait j'ai passé de mes 15 à mes 19 ans sans voir mon père et sans lui parler. Et même avant ça, de toute façon, j'ai jamais eu une relation très privilégiée ni très proche avec mon père. C'était très compliqué. Il m'a transmis beaucoup de mauvaises choses et je suis monté là. En fait, je suis monté sur Paris pour faire une école de théâtre et en 6 mois, une fois loin de chez moi, bah en fait j'ai fait n'importe quoi. Je me suis fait virer de 3 boulots différents en 3 mois. J'ai déménagé 4 fois en 2 mois chez 3 nanas différentes que j'avais rencontrées dans des bars, dans des machins. Ok, il y avait du mouvement, quoi, d'un coup, ça... Ah ouais. Et je me suis mis à fumer des pets tout seul le soir. Et puis je me suis mis à faire la fête, à boire beaucoup. Et puis à boire dans la journée. Puis à boire le soir. Et puis en fait, 6 mois après ma première montée sur Paris... J'étais en mode, bah, j'ai perdu 12 kilos, j'ai plus un rond de côté parce que j'ai fait n'importe quoi, j'en peux plus moralement et je suis rentré à Lyon chez ma mère. Du coup, je suis rentré à Lyon, j'ai rattaqué direct, après 2-3 semaines de pause, j'ai rattaqué un boulot à McDo, et puis en fait, en parallèle, comme je voulais de l'argent pour remonter sur Paris, bah, je me suis mis à dealer de la bœuf. Sauf que comme je fumais, que je disais de la beuh, bah, je me suis mis à fumer encore plus. Ah ouais, tu m'étonnes, parce que tu devais avoir... Enfin, alors attention, tout cela n'est pas légal, mais tu devais avoir des quantités... Oui. chez toi. Voilà. C'est vrai que pour quelqu'un qui consomme, c'est compliqué, j'imagine, à gérer. Ouais. Et comme j'étais très nerveux, très en colère, et très maigre, très à manque de force, en fait... un mois après être rentré, je me suis retrouvé à avoir très mal au dos et à être bloqué, en fait, à quasiment plus pouvoir bouger à quasiment plus pouvoir bouger, quoi. Et j'étais paralysé. T'es resté pendant 3 mois? Ouais. Allongé sur, j'imagine, ton lit ou lit canapé. Ouais, c'est ça. Te déplacer. Ouais. J'étais sur le canapé, j'étais sur le lit, de temps en temps je sortais. Mais ouais, ça a duré 3 bons mois où je pense que c'était entre l'aspect... Ouais, c'était entre le psychologique et le corporel où me lever de mon canapé pour aller aux chiottes, c'était insupportable. Ouais. Et puis en plus, bah les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils m'ont donné de la codéine pour pouvoir avoir moins mal, sauf que la codéine, bah ça me cassait en deux. J'en ai pris 2 semaines et au bout de 2 semaines, j'ai dit bah je préfère fumer des pets en fait. Ça me rend moins con et j'arrive quand même à tenir une discussion. Ouais, ok. Et ça te soulageait aussi? Ouais, un petit peu. Ouais, bah ouais. c'était le danger aussi. Comme ça me soulageait la beuh, je me disais ah ça va, c'est un peu thérapeutique. Oui. Une connerie quoi. Les conneries qu'on se raconte ouais quand on a l'habitude, qu'on prend l'habitude d'un produit. Bah ouais. Et donc là ça a été la première phase de réflexion à me dire bon, y a un problème. À 20 ans tu te retrouves comme ça. Ouais, il y a un truc.
Il y a un truc. Ça va peut-être être long, ça va peut-être prendre du temps à trouver ce que c'est, à remonter la pente, mais il va falloir que tu t'y confrontes parce que c'est pas possible. Tu peux pas être comme ça à 20 ans. C'était quoi qui te posait le plus de problèmes? C'était le fait d'être bloqué ou c'était le fait aussi d'avoir toutes ces problématiques annexes? Tu parlais de colère, de mal-être, de choses comme ça. Non, ça a été vraiment d'être bloqué. D'accord, ouais, donc il fallait vraiment un genre d'impact physique. Ouais. Ouais, Parce que moi j'étais un gamin jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à ce que je me blesse un peu au rugby le genou. Je faisais beaucoup de sport. d'accord. Je me dépensais énormément et j'avais toujours eu une mobilité qui n'avait jamais eu aucun problème, quoi. Du coup, effectivement, ça m'a mis un gros coup de me dire, attends, j'étais capable de... Enfin, j'avais 20 ans, je me dis 4 ans en arrière, j'étais capable de faire 30 à 40 heures de sport par semaine. C'est ouf. Et là, je peux plus rien faire. Je me levais de mon canapé pour aller au chiottes, traverser le couloir de chez ma mère, ça devient une épreuve. J'ai dit, ah non, là, je pense qu'il va falloir creuser. Ouais, c'est d'autant pire, j'imagine, pour quelqu'un qui a fait énormément de sport comme ça, parce que le corps, il est habitué quand même à être en mouvement, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. c'est limite une torture, quoi, j'imagine, psychologique et tout. Ouais. Ok, donc à ce moment-là, tu t'es dit, faut que j'essaye d'avancer, faut que je réfléchisse à trouver une solution. Voilà. Et j'avais pas trop la solution, elle est venue avec les années, en m'intéressant à d'autres choses, en progressant, en essayant d'évoluer, quoi. Du coup, la méditation, donc ça n'a pas été immédiatement après le fait d'être bloqué. C'est venu en rebond quelques mois, années après, quoi. Ouais, c'est venu 6-8 mois après, quand, ce que je te raconte là, ça s'est passé de juillet à mars-avril. Donc la rentrée septembre suivante, en 2014, 2013, pardon. Je suis remonté sur Paris, cette fois avec mon cousin. Lui faisait une école de ciné, et moi j'ai refait une école de théâtre. Et déjà j'étais avec la famille, ça aidait. Et puis on regardait beaucoup de films, on discutait beaucoup. Mon cousin est quelqu'un de très drôle, donc on se marrait aussi pas mal. Et puis l'école de théâtre, on avait de la danse et j'avais une prof de danse qui était portée sur le yoga, sur ouvrir les énergies. Et en fait, ça a été le fait d'être dans l'école de théâtre et de commencer ces cours-là et de commencer plein de choses et de découvrir plein de choses où je me suis dit tiens bah si j'essayais, quoi. Donc t'as commencé à tester tout ça, et donc en parallèle, tu m'as parlé de prise de psychotropes. Ouais. Ça a été à quelles occasions? C'était encadré, enfin, c'est jamais vraiment encadré puisque c'est pas légal, mais je sais que par exemple à l'étranger, notamment au Pérou, typiquement, tu peux prendre de l'ayahuasca, qui est légal dans ce pays, et qui peut accompagner certains types de thérapies. Toi, du coup, c'était dans quel cadre? C'était quel type de psychotrope? Si t'as envie d'en parler, évidemment. Ah bah oui, c'est parce que ça a été un gros déclencheur aussi. Ça a été donc 6 mois après que j'ai commencé la méditation, c'est à l'été 2014. Là, j'ai pris pour la première fois des champignons hallucinogènes en soirée, techno, pour tester avec des copains, et ça a été l'envolée lyrique. Je me suis retrouvé à danser comme un ouf. Je voyais les visages des gens qui prenaient des formes et tout. Enfin, c'était assez ouf. Et je voyais les arbres respirer. Je voyais les arbres qui se gonflaient, qui se dégonflaient. Je voyais la lune qui bougeait petit à petit. Ouais. 2 semaines plus tard, un autre festival, j'en ai repris avec mon frère, pareil. J'étais à une hyper connexion avec la nature. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Et après, j'ai eu une période pendant 6 mois avec mon meilleur pote, Maxou. Quasiment une fois par mois, on se réunissait chez moi dans un appart à Pantin et on prenait du champignon hallucinogène, on a pris du LSD, on a pris de la mescaline et jusqu'en janvier. Et après, on a continué prendre du LSD, pareil, tous les mois. Et à chaque fois, c'était des découvertes sur moi, sur lui, sur la vie, sur qui j'étais, jusqu'au jour où, en juin 2015, là, j'ai fait un gros bad trip où en fait, j'ai revécu
comment expliquer ça? Ça va paraître complètement barjot, mais Bah, au on est point où dans on en est. un podcast de Ouais. gens. En fait, je voulais aller pisser, donc je m'assois sur le toilette et je vois une petite pastille rose comme ça sur le mur qui d'un coup grossit euh, avec une tête en fait, avec un sourire démoniaque, des Oula. lunettes, un chapeau et ça me transperce. Chaud. Et là, je me suis retrouvé, j'étais sur le toilette, je me suis retrouvé d'un coup, tout est devenu blanc autour de moi, comme dans Bruce Tout-Puissant, tu vois. Ouais, ok. Et donc ça a été tout blanc partout, en haut, en bas, et j'étais tout seul sur le toilette, et en fait j'ai revécu un souvenir de très très petite enfance. Dingue. En fait, un jour quand j'avais 6 mois, j'ai cassé un appareil photo auquel mon père tenait beaucoup, c'était l'appareil photo de son arrière-grand-père, donc ça c'était les vieux appareils carrés, Ah oui. avec L'embout, là. l'embout l'objectif. flash. Ouais. Et j'ai cassé ça et en fait mon père a pas su se contenir, est parti dans une colère et m'a mis une très grosse fessée jusqu'à ce que vraiment à un moment donné je pleure plus, c'est ma mère qui l'a arrêté et j'ai revécu ce moment-là, j'ai revécu le moment où ma mère en fait m'a couché dans le lit et où j'ai eu des images de rouge, de sang, tu vois, des images d'un gamin de 6 mois, donc tu peux pas mettre de mots dessus et comme ça fait partie de la mémoire interne, tu peux pas t'en souvenir. Ouais, c'est comme un espèce de trauma enfoui, en Ouais, fait. c'est ça. Clairement, ouais. Et tu vois, c'est mon ex de l'époque enfin, ma meuf de l'époque, du coup, qui est mon ex maintenant, mais qui est venue me chercher dans le chiotte, qui m'a sorti de là, qui m'a fait prendre une douche. Et là, j'ai eu peur, vraiment, j'ai eu très très peur. C'est la première fois de ma vie avec les psychotropes où j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, faut que je me raccroche à mes potes et à ceux avec qui je suis, parce que sinon je vais quitter la réalité, je vais jamais revenir. T'as eu peur de rester perché, quoi, comme on Ouais, dit c'est ça, exactement. dans le jargon. Ouais. Et c'était dur parce que justement les 6 mois, enfin les 8 mois qui ont précédé ce bad trip, c'est là où j'ai vraiment accentué la méditation Ouais. et les phases de méditation et c'était extraordinaire. J'ai vu tous mes animaux totems, tu vois, couleur de chakra par couleur de chakra. Ah, j'avoue, c'est ouf. Je me suis vu des ours dans la forêt, des aigles survolant des paysages. Vraiment, j'étais sur une autre planète et je me sentais mais extrêmement bien. Et ça, les animaux totems, etc., c'était quand tu prenais des substances Non, ou quand t'étais en méditation, Ouais. toi tout seul, quoi. Ouais. C'était les phases où je prenais des substances, Ouais. mais je le faisais jamais sous substance. Là, c'était de la méditation. Moi, lambda, une c'était, journée. j'ai pris des champignons 2 semaines avant et puis 2 semaines plus tard, je me tapais une séance de méditation, quoi. Et donc, j'étais vraiment dans une phase, voilà, je m'étais mis à lire des bouquins sur l'Ayurveda, sur tu vois, sur les médecines aussi Indienne. indiennes, sur la philosophie indienne. Et ça c'est venu vraiment tacler tout ça. Oui. Et Et j'ai une question parce que là, pour le coup, on entre sur des terres assez riches. Mais en fait, quand tu parles d'animaux totems, etc., moi, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser aux pratiques chamaniques. C'est des choses auxquelles tu t'es intéressé aussi ou t'es plutôt resté sur tout ce qui était justement méditation et donc tradition plutôt de l'Inde, du Tibet, etc. moi je suis resté plutôt là-dessus. Ok. J'ai des amis qui m'en ont parlé tout ça et je sais pas, c'était la phase où je sentais que j'avais besoin de ça. Donc j'allais là-dedans. J'avais pas trop envie de me dévier. Non, mais c'est clair. Et puis, d'autant que après, une fois qu'on trouve quand même une pratique comme la méditation qui nous aide, bah, quand on trouve quelque chose qui nous convient, en fait, ça sert à rien de partir, quoi. Enfin, Bah ouais. C'est déjà assez rare, donc. On y restait dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu penses, mais je pense qu'on connaît déjà un peu ta réponse, mais t'as l'impression quand même que les psychotropes, donc notamment champignons et LSD, ça t'a aidé à avancer, à régler des choses, à comprendre des choses? Ouais. Ouais. Ouais, parce que t'accèdes à un espèce de monde où c'est comme si t'étais dans un rêve, mais t'étais éveillé. T'as eu l'impression qu'il y a des choses de toi que tu voyais pas, ou que tu voulais pas voir, ou que tu savais pas, qui se révélaient à toi? Ouais. Ok. Comme le fait que je pouvais être quelqu'un de très calme et que je pouvais être quelqu'un de très à l'écoute. Moi qui était justement dans une phase de ma vie depuis
depuis quelques années où j'aimais beaucoup parler, j'aimais prendre beaucoup de place dès que j'étais en société. J'aimais beaucoup aussi, voilà, attirer l'attention sur moi, machin. Et bah, je me suis rendu compte que quand j'étais sous perche, j'étais tout l'inverse. J'étais très calme, j'écoutais énormément les gens, j'étais très serein, j'étais capable de faire plein de choses en même temps. Ça m'est arrivé à des soirées où j'étais capable de discuter avec mon pote, rouler une clope, aller chercher de l'eau, remplir de l'eau, répondre à quelqu'un qui m'avait posé une question en même temps, enfin. Ça, c'est de l'orga. Toujours utile en soirée, quelqu'un qui sait faire tout ça en même temps. Et qu'en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'étais capable, enfin, que au fond de moi, j'avais une partie de moi très forte qui était très, très calme et très sereine. Et c'est justement pour ça que j'ai encore plus plongé dans la méditation, parce que je me suis dit, bah, peut-être que cette colère, cette nervosité que je trimballe depuis des années, peut-être en fait, elle fait partie de moi, mais peut-être qu'elle est pas innée à ce que je suis. Peut-être qu'elle t'appartient pas, en fait. Elle m'appartient pas, elle m'a peut-être été transmise. Et c'est là où, quand ce bad trip est arrivé, j'ai vraiment pris conscience. Alors, il a fallu qu'après la perche et tout ça, et le bad trip, j'appelle ma mère pour lui demander quand même et lui dire, bon, j'ai vécu ça, dis-moi enfin, confirme-moi. Ma mère m'a confirmé effectivement que cet événement était vraiment réel et qu'il s'était vraiment passé. C'est dingue quand même. C'est dingue. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est dingue et c'est des choses, et c'est des choses qu'on entend aussi. Là, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais c'est vrai que souvent pour les gens qui ont des traumas, t'as alors je sais pas comment ça s'appelle, faudra que je cherche, mais t'as des espèces de rappels de traumas, c'est-à-dire que t'as des traumas enfouis qui reviennent et où les gens vraiment récupèrent l'intégralité des sensations liées à ce trauma, c'est-à-dire la tête des gens, les odeurs, la lumière, et absolument tout dans le détail, et ça revient d'un coup comme ça. Et c'est hallucinant aussi ce que le cerveau des fois peut faire, quoi. Ouais, de ce qu'il est capable d'enfouir et de ce qu'il est capable de, par trauma, de laisser vraiment de côté, quoi. Et puis un jour, de révéler aussi, quoi. Ce qui peut être assez dur à encaisser. Et ouais, ça a été un peu dur à encaisser, mais ça m'a fait aussi du bien parce que ça m'a permis de comprendre que oui, cette colère, cette violence que je portais en moi, elle était là, elle faisait partie de ce que j'étais, mais que c'était pas qui j'étais au fond. Et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec, et qu'il fallait que je l'accepte, et que j'apprenne à la gérer. C'est pas toujours facile. Des fois j'ai des phases où pendant 1 ou 2 mois, je vais être nerveux, je vais être colérique, je vais être très autoritaire. Je vais être tout ce que je déteste. Mais comme j'ai conscience que c'est là, et que c'est pas forcément de moi, bah, très vite, je me dis, bon, ouais, là t'es dans cette phase-là, maintenant faut reprendre la main, faut redresser la barre et faut revenir à ce que t'es toi, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser justement à un bouquin de Yongey Mingyo Rinpoche, qui est alors je pense que c'est Rinpoche du Dalai Lama au Tibet, je sais pas exactement quelles sont les strates, etc. Mais en gros, qui expliquait que lui, dans sa jeunesse, il faisait des crises d'angoisse, mais des grosses crises d'angoisse, quoi, des trucs hyper compliqués à gérer, et qu'en fait, il a réussi à se débarrasser de ces crises d'angoisse le jour où il a accepté qu'il faisait des crises d'angoisse. Et en fait, sur pas mal d'aspects, je trouve, enfin, je sais pas si c'est de la psychologie ou d'autres choses, mais on dirait qu'il y a une étape d'accepter, en fait, ce qu'on porte pour peut-être pouvoir s'en défaire. Mais on n'est pas sûr, parce qu'en fait, tant que tu veux t'en défaire, ça veut dire que tu l'acceptes pas. Et donc, oui. Voilà. C'est tout le mécanisme un peu retors, mais intéressant, de ce genre de sujet. Et du coup, toi, par rapport à cette colère, justement, tu sens que maintenant que tu l'acceptes, elle se manifeste moins, ou en tout cas que tu la tolères mieux, ou que... Ouais. Que je la tolère mieux, ça dépend.
parce que il y a des fois où, tu vois, par exemple récemment, j'allais pas super bien, et puis j'étais au boulot, j'avais un peu bu, mais un apéro, tu vois, après le boulot, hein, pas au boulot, mais Ouais. après le boulot, on a bu un peu, et puis j'étais fatigué, et puis j'étais dans une mauvaise phase, et en fait, j'ai voulu déverrouiller mon téléphone, ça marchait pas, du boulot, et ça m'a énervé, et j'ai éclaté mon téléphone, et en fait, je me suis rendu compte que c'était le téléphone de mon boss. Merde. Je l'avais Ouais, confondu sur la j'avoue, table. c'est malheureux. Et, et je me suis mis dans un état, là, con après, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à angoisser, machin, Mm. et tu vois, c'est paradoxal parce que il y a des phases où pendant 6 mois ça va aller, je suis bien, et d'autres phases où d'un coup ça va ressortir et j'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout péter, et, Ouais. et j'ai envie de tout cramer autour de moi. Et mais voilà, je pense que moi ce que je suis au fond, c'est que je suis quelqu'un d'impulsif. Mhm. Ça, je l'ai toujours été, et ça fait partie de moi. Je suis impulsif parce que je suis très intuitif comme garçon, donc du coup je suis très impulsif, mais l'impulsivité ne rime pas forcément avec de la colère ou de la violence. Mm. Être impulsif, ça veut dire réagir aux choses, ça veut dire prendre des décisions quand on sent que quelque chose va pas, bah hop, on impulse quelque chose. Ouais. C'est ça l'impulsivité. Et, et je pense que voilà, il a fallu que je fasse cette différenciation entre l'impulsivité et la colère, mais elle sera toujours là, et je pense que j'aurais beau faire de la méditation, prendre des drogues, même si un jour j'allais voir des moines au Tibet, je pense que de toute façon cette colère-là, elle disparaîtra jamais. Mhm. Elle m'a été transmise trop jeune, je pense, et du coup elle peut pas être effacée. C'est comme Mm. ça. Par rapport à cette colère, c'est quoi ta croyance ou ta perception? C'est qu'elle t'a été transmise à cette phase où ton père, quand t'avais 6 mois, il t'a hyper engueulé de fou. C'est à partir de là, toi, tu penses que t'as commencé justement à développer euh, enfin, de la colère, quoi. Ouais, 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 parce que c'est le jalon. comme je te dis, quand j'ai eu ce bad trip, j'ai revécu. En fait, le moment que j'ai revécu le plus, ça a pas été tant le moment où mon père m'a mis. J'étais sous les SD encore une fois, mais ce que j'ai revécu le plus, ça a pas été le moment où mon père m'a mis des fessées. Mm. Le moment qui a vraiment duré très longtemps dans cet instant d'isolement, ça a été le moment où ma mère m'a mis dans le lit et je me suis retrouvé tout seul. Et c'est vraiment ce moment-là que j'ai revécu le plus, où là j'avais des images de rouge, de sang, de colère, et en fait qui étaient que sentimentales, parce que quand t'as 6 mois, tu connais pas les mots des choses, Bah oui. tu connais pas la sensation des choses, ce ne sont que des images et des Ouais. ressentis. Ça a été c'est dur à dire parce que ça reste mon père, mais ça a été le sentiment de vouloir de trouver ça injuste et de vouloir se venger Ah oui, ok. Et et de de pas vouloir pouvoir répondre, l'exprimer. ouais, et Ok, de vouloir, ouais. en fait ça a été ça, ça a été Ça a été un truc enfermé en toi, en fait, que t'as pas ouais, pu exprimer. Ok. c'est ça, Mhm. ça a été cette volonté de vouloir répondre à ça et de pas pouvoir me défendre. Tu me disais au début que tu croyais peut-être pas enfin, en tout cas, que pour toi existe un peu ce que tu vois, ce que tu perçois, ou ce que tu peux, enfin, toucher, quoi. Et toutes ces expériences-là t'ont amené à changer un peu d'avis sur le sujet ou pas du tout? Il y a la question des animaux totems aussi qui me trotte dans la tête par rapport à ce que tu racontais. Est-ce que ta croyance, je sais pas, évolué, changé ou pas du tout? Si, forcément. Avec toutes ces expériences, elle a évolué. Euh, Et elle a évolué dans le bon sens, je pense, parce que j'étais peut-être un peu fermé aussi avant. Et ouais, ça a été cool de vivre tout ça et de me dire, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on peut toucher, mais il y a aussi ce que chacun arrive à créer et à imaginer. Moi, j'aime bien le théâtre, j'aime bien les films, j'adore la musique. Et pourtant, bah voilà, quand quelqu'un écrit une partition de musique, elle n'existe pas. Tu vois, elle est dans la tête. Ouais. Et les animaux totems, ça a été ça. Ça a été, voilà, ça a commencé par la couleur rouge.
qui est associé au bas du corps, et puis c'est remonté couleur par couleur, et je suis sorti de là en mode waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et moi j'y croyais pas du tout, mais vraiment Au chakra, tout ça, ça te semblait un petit peu saugrenu, quoi. le jour où ça m'est arrivé, vraiment j'y croyais pas du tout. Ouais, c'est ouf. Et j'ai pris mon ordi, je me suis dit vas-y, Jette un œil, on sait jamais. voilà. Mais ouais, non, mais vraiment, tu vois, ça a été vraiment ça a été en mode quand même je viens de vivre quelque chose. Allons voir. Ça Juste vaut toujours allons le voir. coup d'aller voir, on est d'accord. Déjà, je suis allé voir, j'ai vu que les 7 couleurs que j'avais vues dans l'ordre étaient bien les bonnes qui étaient associées au chakra depuis des millénaires dans la philosophie indienne. Dingue. Déjà, je me suis dit, bon, ok, Admettons. admettons. Et après, je suis allé voir, tu vois, animaux par animaux, qu'est-ce que ça voulait dire, en essayant de trouver des trucs quand même un peu sérieux, parce que sur Internet, par rapport à ces... Il y a de tout, il y a à boire et à manger. C'est Voilà. vrai que, bon. Et à boire et à manger, ouais. tu peux tomber que sur des trucs très intelligents faire comme le sur de tri. la demeure de ouf. Ouais, non, c'est ça. Faut faire le tri, il faut se renseigner, c'est clair. Et j'ai trouvé un site correct. Et j'ai commencé à regarder, effectivement, animaux par animaux, associés à la couleur. Et ben, en fait, à chaque fois, il y avait des trucs de caractère dans lesquels je me retrouvais. Ah ouais, donc ça collait aussi, à la Ouais. fois les chakras et à la fois les animaux totems. C'est ça. Et là, je me suis dit, bon, ok. Il faudrait peut-être que tu revois 2-3 trucs quand même. Il faudrait peut-être que tu revois 2-3 trucs dans tes croyances personnelles. Et en même temps, je me suis dit, ça va avec ce que t'as toujours cru dans le fait que l'homme était un animal et qu'on était lié à la nature. Ça se rejoignait. Et oui, bah pour la petite histoire, c'était pour le rouge, c'était l'éléphant. Pour le orange, c'était le tigre. Pour le jaune, c'était le cerf. Pour le vert, c'était un séquoia. Pour le bleu, c'était une baleine. Attends, c'est bleu là? Et après, c'est là, c'est indigo. Indigo, c'était un aigle. Et le violet, c'était une tortue. Ouais. Voilà. Ça, c'est arrivé il y a 7 ans et on se souvient comme si c'était hier. C'est dingue. Ça, c'est dingue. vraiment... Je crois que ça a été le moment le plus magique que j'ai jamais fait en méditation. Vous irez regarder des représentations des chakras sur Google pour voir un peu justement les zones du corps associées, les couleurs et les caractéristiques de chaque chakra. Mais donc du coup, toi, qu'est-ce que t'en as tiré de ça? Qu'est-ce qui t'est au-delà justement du fait de dire bon bah il se passe quand même des trucs un peu étranges que je m'explique pas clairement concrètement. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, qu'il y avait peut-être une part de mystique dans la vie et que c'était bien de pas rester sur ses a priori et ses convictions et que peut-être c'était bien pour chacun d'aller chercher cette part de mysticisme qui se cache en nous, quoi. Ouais, ça c'est clair, faut chercher, faut se renseigner, c'est toujours intéressant. Je voulais savoir la mort pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu crois ou pas vis-à-vis de la mort? Est-ce que tu te poses des questions? Pas du tout. T'y penses pas? Alors, il y a eu 3 phases. Quand j'étais ado, j'ai beaucoup pensé à la mort parce que bon, j'en ai jamais parlé, mais j'ai eu 2-3 moments de pensée suicidaire. Donc j'y ai pensé. Et je me suis dit que en fait, j'y vais qu'une seule fois et c'était complètement con de gâcher ça. Et qu'il fallait que je vive ma vie à donf. Ouais. Ça, c'était la première phase. Après, il y a eu une deuxième phase où j'ai vu mon grand-père, notamment, auquel je tenais, mais par-dessus tout, qui a commencé à vieillir, à faire un AVC, donc à être moins bien. Et là, je me suis dit, bon, écoute, la vie, c'est la mort. Il n'y a pas de vie sans mort. J'ai relativisé, je me suis dit, oui, bon, bah voilà, c'est comme ça. Il y a la vie, il y a la mort, les deux sont liés, on peut rien faire contre, c'est comme ça arrivera quand ça arrivera pour chacun d'entre nous. Et il y a eu ça a commencé en décembre 2017 avec la mort de ma grand-mère paternelle. Et là, en fait, en 2 ans, j'ai perdu tous mes grands-parents. Ah oui.
à 6 mois d'intervalle. Et là où je faisais le kiki quelques années avant, en mode ouais, bah, c'est bon, la mort, c'est normal, faut pas s'en inquiéter, en fait, ça m'a dévasté. Ça a été 2 années terribles, où ouais, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'étais déprimé, ouais. Et là, je me suis dit, en fait, on peut avoir la philosophie qu'on veut sur la mort. On peut imaginer tout ce qu'on veut, le paradis, l'enfer, il y a rien derrière, c'est Hadès, c'est machin, c'est trucs, c'est tout ce qu'on a pu inventer pendant des milliers et des milliers d'années sur ça. En fait, c'est juste lié à de la peine, quoi. En fait, on essaie juste de cacher notre douleur derrière des croyances, quoi. De la peine, et moi je me permets de rajouter de la peur. Ouais. Parce que au-delà d'être triste pour les gens disparus, il y a quand même pour soi-même, je pense, Ouais. on se demande quand même tous ce qui va se passer après, et de se dire que bordel, en fait, pourquoi on vit 80 ans ou mieux, hein. Et après plus rien, mais plus rien du tout, et pour toujours ou pas, et il y a quand même aussi, non, tu penses que, enfin, Ouais. pour toi c'est plutôt de la peine que de la peur? Alors non, à ce moment-là, ça a été de la peine. Ce dont tu parles, Oui. Ok. ce dont dans tu le cadre parles, d'un deuil, des deuils, c'est vrai que c'est... ouais. Moi, ce dont tu parles, c'est ce que j'ai sûrement mal exprimé. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais ado et que j'ai eu des envies suicidaires. D'accord. C'est là où je me suis dit justement, mais en fait, pourquoi on vit pendant 80 ans? Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est là où c'est à ce moment, en étant ado à 13-14 ans, je me suis dit, bah, en fait, on s'en fout de ce qu'il y a derrière. Arrivera ce qui arrivera. Là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui est réel. Et c'est ça qu'il faut vivre. C'est bien dit. Et donc du coup, pour toi, en fait, c'est même pas vraiment une question, en fait. Enfin, tu sais que, comme tout le monde, que la mort, c'est là et c'est pour tout le monde, mais c'est pas quelque chose, en tout cas, qui te questionne au quotidien ou qui te... Non. Mais même j'ai un peu tenté le diable. À partir du moment où j'ai compris ça, après j'ai un peu tenté le diable, j'ai testé mes limites avec un peu l'alcool. Quand j'ai eu mon permis, j'ai souvent conduit bourré, j'ai même conduit sous champignons, j'ai conduit en ayant pris de la coke, des tases. Faudrait que je mette un avertissement. Ne faites jamais ça. Écoutez-moi, ne le faites pas, ne le tentez jamais, c'est complètement stupide. Et puis de toute façon, c'est illégal. mais j'ai jamais eu d'accident. Ouais, ce qui est cool. Parce que ce qui est probable, une chance aussi. Ouais, parce que je voulais pas jouer avec la mort. Je voulais pas jouer avec. Je tiens trop à ma vie. Mm-hmm. Je trouve que la vie c'est trop cool et que c'est une des meilleures choses qui puissent arriver. Peu importe ce qu'il y a derrière, s'en fout. Mais le fait de vivre, de ressentir, d'échouer, de tester, de réussir, d'évoluer, je trouve quand même être vivant, être là, être présent, c'est quand même une des plus belles choses qu'on puisse avoir. Et j'ai jamais voulu sacrifier inutilement ma vie. J'ai plutôt, disons, joué un peu de temps en temps, quoi. De temps en temps, j'ai un petit peu été en mode tiens, si je fais ça à ce moment-là, un peu poussé le curseur, voilà. Mais voilà, heureusement, il ne s'est rien passé de grave ou de dangereux. On va, je pense, s'acheminer tranquillement vers notre conclusion. Oui. Moi, je voulais savoir si tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent et qui peut-être, pour certains, traversent des moments un peu difficiles, que ce soit perdre un être cher, une phase, j'en sais rien, de dépression ou même d'autres épreuves. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Je dirais se rapprocher des gens qui nous aiment et même si parfois c'est difficile de recevoir de l'amour, de recevoir cet amour et d'écouter cet amour. Je pense souvent quand on est en dépression, quand on est mal, on a souvent tendance à écouter
des reproches négatifs de gens qui ne sont pas très proches de nous. Parce que comme c'est négatif, bah ça va dans notre spirale négative. Et au contraire, je pense qu'on a vraiment besoin. Enfin, moi, je sais que quand je suis mal, la première personne que j'appelle, c'est ma mère, quoi. Ou mon frère, ou je joue avec mon fils, ou j'appelle mon frère, ou j'appelle mon oncle. Enfin, mais plus je vais mal, plus je vais chercher les gens qui m'aiment le plus. Ouais, c'est bien ça, parce que c'est vrai que d'ailleurs, c'est un truc qui se passe aussi, je crois, dans les phases de dépression, mais je crois que la chimie du cerveau est modifiée dans ces moments-là. Ouais. Et on a tendance à, donc déjà avoir moins de dynamisme, mais c'est chimique, plus de difficultés face aux addictions, et globalement avoir un focus très négatif sur les choses. Et je pense qu'un truc négatif de quelqu'un que tu connais pas va peser 100 fois plus lourd que 10 trucs positifs, mais des gens que tu connais, parce que tu vas te dire, ouais, mais il me dit ça pour me faire plaisir, je sais Exactement. Pas quoi. Alors que ça compte tellement, quoi. Ouais, faut aller chercher l'amour et faut le recevoir. Ouais. Faut recevoir l'amour. C'est très important quand on est en dépression. Deuxième truc, je rebondis là-dessus, c'est les addictions. Peu importe les addictions qu'on a, je pense que il faut se battre. C'est dans les moments où on va pas bien qu'il faut se plus le battre contre nos addictions. Parce que c'est vraiment dans ces moments-là où si on laisse l'addiction prendre le pas, on va sombrer encore plus. Ouais. Ça, c'est un truc. Faut être vigilant. Ouais, faut être vigilant, que ce soit l'addiction aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, au sport. Voilà, moi j'ai des potes qui ont failli se blesser très très gravement en faisant du sport quand ils allaient pas bien parce que du coup tu te lâches là-dedans et tu n'écoutes plus ton corps, quoi. Ah, on est dans une forme d'excès, quoi. Ouais, c'est ça. Faut éviter l'excès. Et puis en troisième, faut essayer de... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de faire des choses que j'aimais faire quand j'étais enfant. De quel style ? Regarder des documentaires. Ah, c'est vrai que c'est le kiff, ça, les documentaires. Ouais. Et j'adorais quand j'étais petit apprendre plein de trucs. Je lisais des encyclopédies, je regardais des docus. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien écrire. Et c'est des choses que j'avais complètement arrêtées de mes 10 à mes 24, 25 ans. Et qui, quand j'ai été en déprime et que je remontais la pente, sont revenues naturellement, quoi. Bah, super. Ouais. Et bah, merci beaucoup sur tous ces bons conseils. On va se laisser pour cet épisode. Merci à tous et merci Loris. Merci grandement à toi.